Rien, mais la donnée invincible et mystérieuse qui allait emplir le siècle. Penser qu'elle dominerait bientôt les doctrines totalitaires dont retentissait l'Europe, voir dans l'unité de la résistance le moyen capital du combat pour l'unité de la nation, c'était peut-être affirmer ce qu'on a depuis appelé le gaullisme, c'était certainement proclamer la survie de la France. En février, ce laïc passionné avait rétabli sa liaison par radio avec Londres dans le grenier d'un presbytère. En avril, le service d'information et de propagande, puis le comité général d'études étaient formés. En septembre, le NAP. Enfin, le général de Gaulle décidait la création d'un comité de coordination que présiderait Jean Moulin, assisté du chef de l'armée secrète unifiée. La préhistoire avait pris fin. Coordonnateur de la résistance en zone sud, Jean Moulin en devenait le chef. En janvier 1943, le comité directeur des mouvements unis de la résistance était créé sous sa présidence. En février, il repartait pour Londres avec le général de Lestrin, chef de l'armée secrète, et Jacques d'Alsace. De ce séjour, le témoignage le plus émouvant a été donné par le colonel Passy. Je revois Moulin, blême, saisi par l'émotion qui nous étreignait tous, se tenant à quelques pas devant le général et celui-ci disant presque à voix basse « Mettez-vous au garde à vous ». Puis, nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France dans l'honneur et par la victoire. Et pendant que De Gaulle lui donnait l'accolade, une larme lourde de reconnaissance, de fierté et de farouche volonté coulait doucement le long de la joue pâle de notre camarade Moulin. Comme il avait la tête levée, nous pouvions voir encore au travers de sa gorge les traces du coup de rasoir qu'il s'était donné en 1940 pour éviter de céder sous les tortures de l'ennemi. Les tortures de l'ennemi. En mars, chargé de constituer et de présider le Conseil national de la résistance, Jean Moulin monte dans l'avion qui va le parachuter au nord de Roanne. Ce Conseil national qui groupe les mouvements, les partis et les syndicats de toute la France, c'est l'unité précairement conquise, mais aussi la certitude qu'au jour du débarquement, l'armée en haillons de la résistance attendra les divisions blindées de la libération. Jean Moulin retrouve les membres qu'il rassemblera si difficilement. Il retrouve aussi une résistance tragiquement transformée. Celle-là, elle avait combattu comme une armée en face de la victoire, de la mort ou de la captivité. Elle commence à découvrir l'univers concentrationnaire, la certitude de la torture. Désormais, elle va combattre en face de l'enfer. Ayant reçu un rapport sur les camps de concentration, il dit « J'espère qu'ils nous fusilleront avant. » Il ne devait pas avoir besoin de le fusiller. La résistance grandit, les réfractaires du travail obligatoire vont bientôt emplir les maquis. La Gestapo grandit aussi, la milice est partout. C'est le temps où, dans la campagne, nous interrogeons les aboiements des chiens au fond de la nuit. Le temps où les parachutes multicolores chargés d'armes et de cigarettes tombent du ciel dans la lueur des feux des clairières ou des causes. C'est le temps des caves et de ces cris désespérés que poussent les torturés avec des voix d'enfants. La grande lutte des ténèbres a commencé. Le 27 mai a lieu à Paris, rue du Four, la première réunion du CNR. Jean Moulin rappelle les buts de la France libre. Faire la guerre, rendre la parole au peuple français, rétablir les libertés républicaines, travailler avec les Alliés à l'établissement d'une collaboration internationale. Puis il donne lecture d'un message du général de Gaulle qui fixe pour premier but au premier conseil de la résistance le maintien de l'unité de cette résistance qu'il représente, au péril quotidien de la vie de chacun de ses membres. Le 9 juin, le général de Lestrin, chef de l'armée secrète enfin unifiée, est pris à Paris. Aucun successeur ne s'impose.
ce qui est fréquent dans la clandestinité, Jean Moulin aura dit maintes fois avant l'arrivée de Serreul, « Si j'étais pris, je n'aurais pas même le temps de mettre un adjoint au courant ». Il veut donc désigner ce successeur avec l'accord des mouvements, notamment de ceux de la zone sud. Il rencontrera leur délégué le 21 à Caluire. Ils l'y attendent, en effet, la Gestapo aussi. La trahison joue son rôle et le destin, qui veut qu'aux 3/4 d'heure de retard de Jean Moulin, presque toujours ponctuel, corresponde à un long retard de la police allemande. Assez vite, celle-ci apprend qu'elle tient le chef de la résistance. En vain. Le jour où, au fort Montluc à Lyon, après l'avoir fait torturer, l'agent de la Gestapo lui tend de quoi écrire puisqu'il ne peut plus parler, Jean Moulin dessine la caricature de son bourreau. Pour la terrible suite, écoutons seulement les mots si simples de sa sœur. Son rôle est joué et son calvaire commence. Bafoué, sauvagement frappé, la tête en sang, les organes éclatés, il atteint les limites de la souffrance humaine sans jamais trahir un seul secret, lui qui les savait tous. Comprenons bien que pendant les quelques jours où il pourrait encore parler ou écrire, le destin de la résistance est suspendu au courage de cet homme. Comme le dit mademoiselle Moulin, il savait tout. Georges Bidault prendra sa succession. Mais voici la victoire de ce silence atrocement payé. Le destin bascule. Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses, regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elles portent le deuil de la France et le tien. Regarde glisser sous les chênes du Quercy, avec un drapeau fait de mousseline nouée, les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres. Regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Commémorant l'anniversaire de la libération de Paris, je disais, écoute ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a 14 ans, puisses-tu cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant, ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des Tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici.
à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les Misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France.